concernant l'atelier 5, donc, ça s'est organisé autour des questions comment manager une entreprise en ESS et comment construire le couple manager-salarié. Donc déjà, premièrement, les premières choses ont été organisées concernant le management d'une entreprise en ESS, surtout en comparaison avec une entreprise classique. Donc déjà, une entreprise en ESS a plutôt le salarié peut avoir une double qualité, donc il peut être aussi associé. Donc il peut posséder des parts de capitaux. Donc ce qui le différencie d'une entreprise classique, c'est que dans une entreprise en ESS, même si les différents acteurs n'ont pas les mêmes parts de capitaux, elles participent de la même façon à la gestion de l'entreprise. Alors que dans une entreprise classique, c'est la personne qui possède le plus de capitaux qui va avoir le plus de poids dans les prises de décision. Donc ça a été la principale chose qui a été avancée. Aussi, avant 2001, donc, les sociétés en ESS étaient plutôt monosociétales. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un groupe de salariés ou un groupe de patrons entre eux. Et depuis 2001, c'est plutôt multisociétal, donc c'est-à-dire que les différents statuts peuvent être en interaction pour la gestion des entreprises. Ensuite, concernant la gestion de ces entreprises, la communication est assez importante. Donc le fait d'avoir des réunions assez régulières pour parler de toutes les décisions qui sont prises et pouvoir, que chaque personne puisse avancer ses propres idées. Ensuite, nous avons parlé aussi des caractéristiques pour avoir un manager idéal. Donc, un manager idéal devrait pouvoir détecter les besoins de ses salariés, proposer une participation des salariés à la gestion de l'entreprise sans qu'ils soient nécessairement obligés, parce qu'un salarié peut aussi choisir de ne pas ne pas agir dans la gestion de l'entreprise. Il faut aussi faire un consensus entre les idées de chaque personne, donc arriver à un compromis, disons, entre les idées de chaque personne qui agit dans la société. Oui, donc voilà, avoir un dialogue social, médiation pour une co-construction globale. Les entreprises donc, deviennent assez démocratiques, mais il faut quand même conserver une hiérarchie parce que on peut pas, chaque personne de l'entreprise ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie pour que tout ça soit quand même un minimum organisé, même si tout le monde peut avancer des idées et participer à la gestion globale. Il faut aussi prendre en compte, donc, dans cette question, il y a aussi les demandes des salariés. Donc chaque salarié a des compétences particulières et en alliant chaque compétence de chaque salarié, on peut aussi arriver à une participation de chaque personne pour avoir une vision globale. Donc dans les demandes des salariés, on a aussi donc les possibilités d'évolution des salariés qui sont assez importantes dans les entreprises et qui du coup sont assez peuvent être assez mises en avant dans les entreprises ESS. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Communiquer aussi pour rechercher, pour voir quand il y a des problèmes, que les personnes ne sont pas d'accord, pour chercher des solutions, excusez-moi. C'est assez compliqué à mettre en œuvre comme gestion parce que comme chaque personne peut apporter ses idées, il faut arriver à un compromis global et du coup, c'est pas pratique. Il peut y avoir différentes formes d'entreprises en ESS. Les entreprises en ESS se différencient surtout des autres par leur mode de fonctionnement plutôt que par leurs activités. Donc, merci. Les entreprises en ESS peuvent avoir un but lucratif ou non lucratif, peuvent être des associations, peuvent toucher un public solvable ou non solvable. C'est surtout le mode de fonctionnement de l'entreprise qui fait qu'elle s'inscrit dans une démarche sociale et solidaire. On a aussi mis en avant que 80% des entreprises qui s'inscrivent dans le cadre de l'ESS sont des associations.
et que peut y avoir le problème des associations, c'est qu'il peut y avoir des associations qui ont des salariés, d'autres associations qui ne sont constituées que de bénévoles, donc qui peuvent donc facilement concurrencer les entreprises qui ont des salariés, les associations qui ont des salariés. Et on a aussi beaucoup mis en avant dans le troisième atelier que la génération a beaucoup changé, change pas mal ces derniers temps. C'est une génération qui n'a pas le même rapport au travail qu'il y a quelques années. Donc c'est de plus en plus, les jeunes veulent de plus en plus toucher à plusieurs domaines, ne veulent pas forcément avoir le même travail toute leur vie. Et donc, être dans une entreprise qui a cette politique de gestion, ça leur permettrait aussi de toucher à plusieurs domaines et de pouvoir, du coup, apporter leur petit grain de sel à la gestion de leur entreprise. Et la question finale qu'on a décidé de mettre en avant, c'est si on devait créer une entreprise, si vous deviez créer une entreprise, qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous choisiriez une entreprise qui s'inscrit dans le cadre de l'ESS ou une entreprise classique? Voilà. Et la réponse qui en est ressortie, c'est que créer une entreprise dans une économie classique, du coup, serait plus facile à mettre en œuvre, étant donné qu'il y a une personne qui gère pour tout le monde. Mais une entreprise dans le cadre de l'ESS serait plus participative et collaborative et pourrait apporter plus de perspectives et plus d'évolution à l'entreprise. Et voilà. Voilà. Désolée. Il y a beaucoup de commentaires, en fait. On l'a dit tout à l'heure, hein, la participation des salariés dans les décisions se passe surtout dans les scopes. Et c'est un modèle, en fait, qui est assez réduit. Après, on parlait du manager idéal. Donc, pour moi, le manager idéal, aujourd'hui, en tant que DRH, quelle que soit l'entreprise, la solidaire ou pas, c'est qu'il n'y a plus trop de hiérarchie. Le manager, aujourd'hui, doit être un facilitateur pour ses collaborateurs et il n'y a plus de management hiérarchique comme on a pu le connaître il y a quelques années, où le manager savait tout, il avait les informations de la direction et puis il avait en fait le savoir qu'aujourd'hui il n'a plus. Et c'est très difficile en fait de trouver le manager idéal. Le seul truc, c'est que quand on recrute des gens aujourd'hui, ils veulent tous être managers et que en fait c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc sur les décisions après des collaborateurs dans l'entreprise, pour moi l'entreprise solidaire, elle recrute sur place, elle recrute des collaborateurs sur son bassin d'emploi, sur son territoire, elle fait évoluer effectivement ses collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises coopératives qui recrutent les gens entre guillemets en bas de l'échelle, qui les forment, qui les font monter. La formation est très importante dans l'entreprise. Je vous rappelle qu'il y a une obligation de formation de 2% de la masse salariale qui est un minimum, et que dans les entreprises coopératives, en général, la formation, c'est 6 ou 8% de la masse salariale pour faire évoluer les collaborateurs. Mais attention, vous avez beaucoup insisté sur la co-gestion, et je pense qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est que dans beaucoup en fait, de coopératives, il y a des gens effectivement qui sont des sociétaires qui amènent de l'argent, et après, à côté de ça, il y a des salariés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont apporté les capitaux pour des besoins, on va dire, divers et variés, et à côté de ça, il y a des employés, il y a des dirigeants qui sont eux-mêmes des salariés. Et en fait, les décisions se font de différentes manières. Quand tu parlais de hiérarchie qui était très importante, que le manager devait comprendre les besoins ou ressentir les besoins, dans un système démocratique, il n'y a pas besoin de tout ça, puisque l'idée de hiérarchie n'y est pas, quoi. Voilà. Et je pense que ça fait partie... cette idée, moi, de hiérarchie, je pense, est opposée à l'idée de l'économie sociale et solidaire. Oui, on peut partager, justement, chacun qui amène son savoir. Il n'y a pas de hiérarchie dans la connaissance et dans le management. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est peut-être que je me suis mal exprimée, mais en fait, on avait parlé de ce cas de hiérarchie dans le cas où, par exemple, un employé ne ferait pas correctement son travail. Il faut quand même qu'il y ait des assemblées à chaque fois que les élus, pour élire les gens qui managent, il faut quand même à chaque fois qu'il y ait une vérification que le travail soit fait. Donc c'est une sorte de hiérarchie à ce moment-là.
Oui, bon, enfin, tous ces concepts de vérification du mauvais salarié et tout ça, on reste un peu dans le système classique, disons. Hein, parce qu'autrement, je trouve que les termes que tu emploies sont marqués par des choses... Voilà, le mauvais salarié, celui qui fait une erreur. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le punir, le remettre sur la voie. Non, mais il ne faut pas exagérer. Si on travaille Il ne faut pas exagérer. Dans une autre... S'il vous plaît, exagérez pas. Non, je déforme un peu ta pensée, quand même, mais je trouve un peu, que tous ces termes sont un peu... Eh bien, si vous voulez, j'enlève le terme, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Ça va. Je voudrais juste intervenir juste avant. C'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir adhérer finalement à ce système de management collaboratif et participatif. Cependant, il faut savoir aussi qu'en pratique, il y a vraiment une mixité en fait au niveau des profils, notamment sur les différentes cellules et départements des entreprises, et notamment au niveau des générations. On a aussi beaucoup parlé des générations XY, et c'est vrai que c'est deux types de management complètement différents, et je pense qu'il faut également introduire une certaine flexibilité en fait sur les différents outils que l'on doit développer dans les entreprises. Je vais en profiter, tiens, puisque le micro passe par moi. Je vais reprendre quelque chose, effectivement. Je crois qu'il y a une petite confusion dans le management participatif, collaboratif, ne supprime pas les hiérarchies. Je pense que ça, c'est une illusion. Dans toutes les associations employeurs, moi je vais plus parler des associations parce que c'est un milieu que je connais bien, il y a une hiérarchie. Mais la hiérarchie n'est pas antinomique avec un partage du projet, un partage de la décision, un partage de la vision stratégique avec l'ensemble des acteurs que sont les bénévoles et les salariés d'une association. On peut très bien être dans un management extrêmement participatif en y associant malgré tout au quotidien une dimension de hiérarchie, parce que y a des postes à tenir, il y a tout simplement, on est aussi, les acteurs de l'ESS sont aussi dans une logique de l'application du droit du travail. Les salariés sont dans une logique de contrat, qui s'appelle le contrat de travail, avec des obligations de résultats qui doivent être tenus et qui font l'objet, bien évidemment, d'une notion de contrôle, même si tout ça peut se passer de façon très sympathique et ouverte et sous une forme d'un échange. Il n'empêche que la hiérarchie reste un moyen de management classique, mais simplement, il n'est pas incompatible avec la dimension de management participatif, mais un temps pour tout. Au quotidien, on est dans la hiérarchie. Simplement, à partir du moment où on arrive à ménager des temps d'échange, de réflexion collective, où chacun peut appréhender l'information nécessaire, peut échanger avec l'ensemble des acteurs, et là, effectivement, on élimine l'ensemble des hiérarchies, on discute à niveau égal pour définir éventuellement une stratégie d'entreprise. Et puis après, quand la réunion est finie, on repart chacun avec ses fonctions spécifiques qui peuvent avoir du N plus 5 jusqu'à N sans problème. Les échanges peuvent être quelquefois un peu sur un mode de communication pas toujours tendre, mais en même le fond l'est. Donc du coup, ça passe. Donc, François a très bien répondu. Je voulais dire exactement la même chose, donc je ne vais pas redire. Et je partage aussi le fait que vous avez fait une très belle restitution de l'atelier. C'était difficile. En plus, je sais que vous découvrez aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un exercice remarquable auquel vous vous êtes prêté. Et on en est ravis. Voilà. Je voulais juste qu'on définisse le mot hiérarchie, parce que je pense que très très souvent, et on a fait ça toute la journée, on lance des mots et on pense tous avoir les mêmes définitions, mais par contre on parle en parallèle et pas en série parce qu'on n'a pas les mêmes définitions. Donc si on pouvait juste, pour finir, définir le mot... Non, mais justement, quand on est tous ensemble, Google il va nous donner plein de différentes définitions. Et il y a aussi la définition du dictionnaire et il y a la définition de la vie courante. Et je pense que ce serait quand même intéressant avant de rentrer dans des grands débats.
Juste la définition de hiérarchie de quelqu'un. Moi, je dirais, on fait un nuage de mots, qu'en pensez-vous? Moi, je dis escalier. Qu'est-ce que vous dites? Sommet. Sommet, parfait. Allez, on définit hiérarchie. Pyramide. Le DRH. Supériorité. Ah, puis on met la hiérarchie en haut alors. Rigidité. Rigidité. Pardon? Oui, allez-y. Oui. J'aime bien Wikipédia parce que justement c'est une encyclopédie collaborative. Donc la définition dit c'est l'organisation d'un groupe, d'un ensemble, tel que chacun de ces éléments se trouve subordonné à celui qu'il suit. Voilà. Il y a un lien de subordination. Donc, donc, on est dans le cadre de N plus 1, N plus 2, où on est dans le cadre où, je vais caricaturer un peu, dont on a tous le même grade, mais on a des fonctions différentes, et c'est la fonction qui prime sur le grade. C'est ça la hiérarchie dans l'ESS. Dans l'ESS. Non, dans l'ESS. Non, j'ai dit, parce que dans l'ESS, on a tous le même nombre de voix, on est presque au même grade. C'est pas la même chose? Je me trompe alors. Je pense qu'on va faire un deuxième amphi demain, rien que là-dessus. Mais alors du coup, parce que moi je voulais juste rebondir par rapport à ça. Alors est-ce que, quand on dit subordonné, ça veut dire que on donne entre parenthèses, on n'est pas tout à fait responsable, on ne gère pas tout. Et comme le monsieur, je ne sais pas comment vous appelez, vous avez précisé, François, vous avez précisé tout à l'heure, il y a plusieurs styles de plusieurs styles managériales. Il y a également le style de managérial par projet, c'est-à-dire où toute personne, chaque personne dans l'entreprise développe sa propre responsabilité. Et où on est tous responsables et on a tous son propre pouvoir d'action et de réflexion et où on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire puisqu'on est tous à la même échelle. Et certes, pour le moment en France, comme le soulignait la dame tout à l'heure, ce n'est pas encore quelque chose de très courant, mais j'espère que l'économie sociale et le solidaire va pouvoir permettre d'apporter ce style managérial qui existe un petit peu partout dans le monde, mais qui n'est pas forcément appliqué actuellement en France parce qu'il permet une véritable coopération justement, parce qu'il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui décident pour les autres.